Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons le privilège d'accueillir ce matin Maître Victor Benoît. En général, quand on fait allusion au professeur Benoît, on voit politique. On voit la politique, on voit la fusion, on voit l'international socialiste, on voyait le CONACOM et autres. À l'occasion de ses 50 ans dans l'enseignement, d'ailleurs il a été distingué cette semaine pour sa contribution à l'enseignement en Haïti. Nous avons le plaisir de l'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Maître Victor Benoît, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, et merci à la direction de la radio, de la télé, et d'accepter de m'inviter à cette émission importante. Il est vrai, comme vous l'avez dit, mes anciens élèves et étudiants ont pensé à organiser une cérémonie pour commémorer la 50e année qui marque mon engagement dans l'enseignement. Et je suis heureux, n'est-ce pas, disons, qu'à cette occasion, que vous m'ayez invité et à faire quelques échanges avec vous. Maître Victor Benoît, 50 ans, c'est quand même beaucoup. Et quand on sait qu'enseigner a toujours été perçu comme un sacerdoce, mais vous avez quand même tenu 50 ans, c'est beaucoup de générations formées. C'est à quel moment vous avez pensé à devenir éducateur, enseignant, professeur? Bon, et je dois dire que dès la philo, dès la classe de philo, et je travaillais avec d'autres élèves du lycée, et j'avais des frères et sœurs qui étaient à un niveau plutôt inférieur. Et j'avais un frère en classe de seconde et une sœur en classe de quatrième année, quatrième secondaire, ce qu'on appelle la deuxième année. À présent, un dernier frère au niveau primaire. Donc, comme aîné, enfin, disons, l'aîné du côté maternel avait voyagé, donc je l'avais remplacé comme aîné et vivant en Haïti. Donc, c'était à moi de travailler avec eux. Donc, ça m'a donné du goût. Non, mais vous avez réalisé aussi que vous aviez de l'aptitude. Il me semble, parce que il doit dire que depuis l'école maternelle, il y a une dame, je me rappelle très bien de son nom, Madame Léo Loco, qui disait à mes parents que à regarder les oreilles de Victor, et on voit bien qu'il va devenir un professeur parce qu'il m'aide beaucoup au niveau de l'école maternelle, n'est-ce pas, à expliquer certains enfants qui ont la tête dure, etc. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Bon, j'étais à Gemaïo et elle a exprimé, j'avais 6 ans, mais elle a exprimé son opinion qu'elle a gardée de moi quand j'étais son élève au niveau de l'école maternelle à l'âge de 5 ans. D'accord? Donc, cette phrase du mot psychanalytique, ceci a beaucoup d'importance. Cette phrase m'a marqué toute ma vie. Et après la philo, je suis rentré dans l'enseignement, je dirais, incidemment. Et j'avais mon jeune frère, Franz, qui est rentré à Port-au-Prince, parce que nous sommes de la Petite-Bonite, du côté des Verrettes, dans une localité qu'on appelle Borel. Et puis, on avait besoin de l'école pour lui. Et nous sommes allés trouver un ami de la famille qui dirigeait l'école Gemaïo-Robert de la Médin. Et j'ai sollicité une bourse d'études pour mon jeune frère.
Il m'a dit, Victor, malheureusement, je ne peux pas parce que moi-même, je dirige que l'enseignement secondaire. Le niveau primaire, je ne connais pas la directrice. Mais tiens, mais viens donc, puisque tu as fait la section A, tu as fait les lettres et j'ai besoin d'un prof de français. Viens et puis tu vas m'aider. Et c'est ainsi que, en octobre 65, et disons sur l'année scolaire 65-66, en octobre 65, et je suis rentré comme professeur de français. Mais à la vérité, je fais plus que le français, j'ai enseigné le latin et le grec aussi? Et pas encore le grec. C'est le latin que j'ai enseigné à ce moment-là. Je vais enseigner le grec après, et dans une autre école. Et parfois, il m'arrivait même de donner des cours d'algèbre. Hein, mais ce n'était pas... J'ai commencé, c'était justement pour avoir les moyens et pour aider, quand même, pour payer les frais de scolarité de mon jeune frère. Et puis, j'ai mordu à l'hameçon. Hein, et j'ai pris goût à l'affaire. Et puis, je suis resté, bien que 6 mois après, j'ai trouvé un emploi comme démarcheur de produits pharmaceutiques. Mais quand même, j'ai associé quand même les deux activités et qui n'étaient pas contradictoires. Hein? Parce que là, il fallait toujours expliquer. Bon, au métier, j'expliquais les vertus, les principes actifs des médicaments qu'ils devaient prescrire. Et aux écoliers, n'est-ce pas, je devais expliquer la grammaire, le latin, etc. Il y avait un point commun. Mais Maître Ben, dites-nous, comment vous avez su vous adapter aux différentes évolutions, aux différents changements, puisque 50 ans, enseigner n'est pas ou n'est plus ce qu'il a été il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Il y a des cours qui sont éliminés, il y a des cours qui ne sont plus enseignés. Il y a aussi la modernité qui marque aussi enseigner en Haïti. Comment vous avez réussi à vous adapter aux différents changements? Bon, à chaque moment, à travers le temps, évidemment. À chaque moment, le métier d'enseignement a eu des significations pour moi. Et par exemple, j'ai fait la philo en 63-64. À ce moment-là, je n'étais même pas encore né. C'était l'année 64, c'est l'année de la prise de sa vie. Hein? Et c'est-à-dire une année, n'est-ce pas, disons, ce qu'on appelle la phase explosive du valierisme. Hein? Et il y a beaucoup de gens qui sont tombés. Et bon, disons, François Duvalier, n'est-ce pas, imposait son autorité au pays. Donc, beaucoup de parents ont décidé d'envoyer leurs enfants étudier à l'extérieur. Il y a même certains amis qui ont pu obtenir des bourses d'études pour les pays de l'Est, ou bien pour Varsovie, ou bien pour Moscou, Patrice Lumumba. Donc, j'ai trouvé des opportunités, mais moi-même et certains amis, hein, nous avons refusé de partir, n'est-ce pas? Parce que quand, finalement, nous avons dit ce qui nous intéresse, ce sont les sciences sociales. Nous voulons enseigner l'histoire. Et étant donné que, en même temps que j'étais enseignant, jeune enseignant, mais j'étais également militant politique dans la clandestinité. Et on s'était dit, bon, quand je dis ces amis-là, parce que l'homme confond chrétienne, hein, on ne le sait pas, c'était un grand militant hein, de la gauche à l'époque, hein, de la clandestinité. Et on s'était dit, on n'a pas besoin de voyager, il y a les livres. Hein, à partir du moment où on peut trouver les livres en Haïti, il y avait la librairie La Pléiade, entre autres, la librairie Auguste, hein, qui faisait entrer de très beaux ouvrages. Et on pouvait acheter ces ouvrages-là, et puis se préparer, se cultiver, etc. Alors l'enseignement pour nous avait de sens que de la mesure où il nous permettait de faire un travail de conscientisation. D'accord? Alors je vous ai dit que premièrement, je suis rentré pour aider un jeune frère. Hein, et deuxièmement, quand je veux dire de la période de 66 et la période de 66 à 69, on voulait rester hein, pour faire un travail de conscientisation et politique avec les plus jeunes que nous. Et
Maintenant, et à d'autres moments, et c'était autre chose. Et après les rapes que Duvalier a organisés contre les militants, etc., et nous savons que c'était le cadre de stratégie pour préparer le passage du pouvoir à son fils, et Jean-Claude. Bon, à ce moment-là, on s'est dit, et quand je dis on, je dois préciser mes amis, et collègues comme Jean-Claude Fiolet, comme René Philoctète, on s'était dit que il faut donner une vraie contribution à l'enseignement en Haïti. Il y avait rareté de bonnes écoles dans le pays à cette époque. Et ce qu'il y avait comme école, il y avait donc les 4 lycées, lycée Pétion, lycée L'Ouverture, lycée Firmin et le lycée des jeunes filles. D'accord? Maintenant, au niveau des écoles et privées, c'était Cellule Beaux-Arts, Saint-Martial, la Lue, Sacré-Cœur, etc. Donc il y avait très peu de collèges privés dans le pays. Il y avait le collège de Dauphin qui avait cessé d'exister. Donc on a dit, bon, il y a une demande d'enseignement de qualité et il y a une carence d'écoles dans le pays. Donc on a décidé, n'est-ce pas, disons, de s'investir à fond dans l'école, et s'il vous plaît, sans argent. Sans argent, on n'a pas eu d'argent. Mais étant donné que de 66 à 71, on a travaillé dans pas mal d'écoles, et dans le pays, que ce soit au lycée français, que ce soit chez Pinette, à Pétionville, que ce soit chez Anglade, et centre d'études, collège Bird, collège Saint-Pierre, etc., chez Vaval. Donc, nous avons eu, pour Philoctète chez Fernand Prosper, et donc on a eu quand même la réputation d'être des professeurs valables, des professeurs qui travaillent avec conscience, avec les élèves. Et comme nous dispensions des cours, surtout en classe terminale, Réto et Philo, et nous avions eu la réputation de professeurs qui préparaient bien les élèves pour le bac. À cette époque, il y avait les parents en Haïti. Les parents en Haïti, bon, qui pensaient que l'école était un facteur de promotion sociale. C'est-à-dire, on avait besoin de donner une éducation, disons, une instruction, pas encore l'éducation, bon, une instruction valable aux enfants pour qu'ils puissent, après le baccalauréat, entrer à l'université. Donc, c'est ainsi que nous avons pu ouvrir le collège Jean-Paul Espace, etc., qui, je pense, qui a été un atout de plus, qui a fait un apport, disons, pendant les 40 dernières années, à l'enseignement en Haïti. Maintenant, il y a eu ce qu'on appelle les changements, des changements de programme. Et vu notre position dans l'enseignement, il faut dire que on a été acteur parfois dans ces changements-là. Par exemple, en 1972, on avait déjà ouvert le collège Jean-Paul Espace. Quand on voulait réorganiser l'enseignement secondaire, on a fait appel à nous. Non pas comme fonctionnaires de l'État, on n'était pas fonctionnaires de l'État, mais comme des gens qui ont une expérience de l'éducation. Et Philoctète est allé pour la littérature, moi-même je suis allé pour l'histoire, etc., et pour réagencer, n'est-ce pas, le programme. Bien entendu, on n'a pas pu éviter certaines choses. Par exemple, quand on avait décidé de mettre le latin et le grec de côté, ça nous a chiffonné le cœur, puisque nous autres, nous sommes des élèves de section A, donc qui avaient reçu une formation en culture grecque et latine, mais les décideurs de l'époque avaient décidé de mettre de côté le grec et le latin. Excusez-moi, professeur, parce que j'allais justement vous poser cette question. Le fait qu'on ait cessé d'enseigner le latin et le grec, est-ce qu'on ne fait pas du tort, par exemple, à l'enseignement en Haïti, ou encore aux jeunes écoliers?
Bon, et il est clair qu'à travers le grec et le latin, n'est-ce pas, il y a tout, et ce n'est pas seulement la langue qu'il faut voir, il y a toute une culture qui passe. Hein. Bon, je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un n'a pas étudié le grec et le latin, il n'est pas cultivé, et c'est-à-dire il ne connaît pas l'humanisme gréco-romain, etc. Et non, il peut avoir accès et à la culture, à la civilisation gréco-romaine. Quelque chose lui fera défaut. Oui, sans avoir à traduire le grec et le latin. Cela dit, qu'est-ce qu'on recherche à travers l'enseignement? Ce qu'on recherche à travers, quelle que soit la matière que l'on enseigne, c'est le développement du sens critique de l'enfant, la logique de l'enfant. Alors, je pense que de même qu'on peut faire ça à travers les mathématiques, à travers la physique, on peut faire ça également à travers le grec et le latin. D'accord? Et nous avons de brillants intellectuels dans le passé et qui étaient formés à partir de la culture gréco-latine et qui ont été, n'est-ce pas, des gens brillants. Et vous avez des gens comme Antédore Firmin, par exemple. Et vous avez nommé comme l'ancien sénateur Émile Saint-Lô. Tu vois bien, et je pense que on a mis ces matières-là de côté, mais malheureusement, on ne les a pas remplacées par d'autres matières, n'est-ce pas, pour continuer à développer le sens critique des enfants. En plus du sens critique, professeur, en plus du sens critique, est-ce que l'apport de ces deux langues, dites langues mortes, le latin et le grec, est-ce que l'apport de ces deux langues dans le français, par exemple, ou encore dans d'autres langues vivantes, est-ce que l'apport n'est pas considérable? Par exemple, quelqu'un qui connaît plus ou moins le latin ou encore le grec peut facilement savoir le sens d'un mot sans avoir à recourir à un dictionnaire, par exemple. Est-ce que ce n'est pas le cas? Oui, au niveau du vocabulaire, oui. Au niveau du vocabulaire. Oui, c'est-à-dire que celui qui a reçu une formation en grec et le latin, que ce soit en anglais, ou bien en espagnol, ou bien en français, et il peut recourir à l'étymologie du mot, à la racine du mot. D'accord? Et puis ça l'aide à comprendre. Donc c'est pourquoi je vous ai dit tantôt, est-ce que c'est pas quand même, est-ce qu'on ne fait pas du tort aux langues vivantes en cessant d'enseigner les langues mortes? Oui, moi-même je suis de ceux qui pensent que il faut donner la priorité aux langues vivantes, parce que c'est beaucoup plus pratique, mais il faut que les enfants aient la base latine. Tu vois bien? Et donc, dans certains pays, je crois comprendre qu'en France, on est en train de retourner au latin. Et peut-être que ceci aura un effet d'entraînement sur Haïti. Maître Ben, juste avant d'observer la pause, on a le droit de parler de bilan positif 50 ans après pour vous? Oui, je pense que... Comme vous avez dit oui, cela dit, si vous aviez aujourd'hui 20 ans, vous auriez encore choisi de devenir enseignant? Oui, je ne le regrette pas. Je n'ai pas été en transit de l'enseignement. Vous n'avez aucun regret? Non, aucun regret. Au contraire, je bénéficie de la considération de mes élèves, que je considère comme mes patrons, parce que ce sont eux que j'ai choisis comme patrons. Et dans ce pays, c'est-à-dire que je travaille pour eux, et je bénéficie de la confiance de certains directeurs et directrices d'école chez qui j'ai travaillé. J'ai travaillé au collège Marie-Anne, la directrice, Sœur Antonio, est devenue une amie. Et j'ai travaillé chez Franck Etienne, et chez Anglade, chez Pénet. Ce sont des gens formidables, tu vois bien. Donc, je bénéficie de la considération. Je pense que mon principal titre de gloire dans la société haïtienne, ce n'est pas Monsieur Victor Benoît. C'est professeur. C'est Maître Ben. Maître Ben. Et comment Maître Ben a réussi à lier politique et l'enseignement? Bon, il y a un point commun entre les deux, chez moi. C'est servir. C'est-à-dire, je fais l'enseignement.
Mais vous avez connu la gloire dans l'enseignement. Bon, à la politique, je sais que vous avez été ministre, mais est-ce qu'il y a autant de gloire à être ministre qu'à être professeur? Ah non, c'est-à-dire que l'enseignement, c'est quelque chose que l'on fait avec son cœur. Hein, et la politique? La tête? La politique, on fait ça et surtout avec la tête, parce que c'est un endroit très, disons le mot crûment, c'est un endroit piégé. Hein? Et donc, on doit prendre... Nous allons parler de ça, mais quand même, si vous avez 50 ans d'enseignement, combien de temps vous avez en politique? Laissez voir. Et j'ai l'impression que j'ai plus de temps en politique. Vous avez plus de temps en politique? Ça peut paraître paradoxal. Parce que j'ai commencé depuis 1960 en politique, de la clandestinité. Et j'étais au lycée en classe de seconde. Et quand il y a eu la grève de 60 sous Duvalier, hein, et il y a eu certains de mes camarades de classe qui étaient mis en prison par Duvalier. Et donc, au service de la bataille, on a fait la grève et pour exiger l'élargissement, c'est-à-dire la mise en liberté et de ces amis-là, que ce soit ceux qui étaient au lycée avec nous ou d'autres qui étaient à l'université, etc. Donc, je peux dire que notre participation à la grève de 60 nous a en quelque sorte attachés à la politique. D'accord? Donc, c'était donc la politique au niveau clandestin. Et pour reprendre le mot du poète Anthony Febvre, c'était le moment où on se parlait par signe. Hein? Et on ne pouvait pas se décacheter, on ne pouvait pas s'ouvrir. Mais quand même, il y avait un réseau de contacts, de solidarité entre les camarades, entre les combattants, etc. Bon, et à partir de 86, hein, et 26 ans après, à ce moment-là, j'ai fait de la politique à visée relevée. Hein, je dirais la politique démocratique, hein, à visée relevée. Et maintenant, l'enseignement, j'ai commencé l'enseignement, et c'est normal, un peu plus tard, à partir de l'année 65-66. Ok. Maître Ben, alors, excusez-moi quand même si je vous appelle Maître Ben, c'est parce que vous avez dit que vous préférez qu'on vous appelle Maître Ben. Oui, parce que c'est affectueux. C'est pas moi qui ai choisi ça. Ce sont mes élèves, je me rappelle. La première, et c'est une fille, je ne me rappelle pas de son nom, mais son prénom. Et Bernadette, une enfant de 6e, qui la première m'a appelé Maître Ben. Hein? Et je lui avais donné une note, et elle écrivait très bien, elle faisait la rédaction. Et puis je lui avais donné, je crois, 6,5. Et puis elle m'a dit, Maître Ben, tu corriges dur, d'accord? Et puis depuis ce jour-là, le nom est resté, d'accord? Mais je pense que c'est affectueux, ça vient du cœur, etc. Donc c'est pour quelqu'un qui fait l'enseignement avec amour, hein, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur. Maître Ben, on va observer la pause de retour, on va parler de l'actualité politique, parce qu'apparemment, vous faites encore de la politique active. Vous étiez récemment ministre. Oui, donc j'ai été ministre de le gouvernement de M. Evans Paul, sous la direction de M. Martelly, comme président de la République. Mais ce n'est pas ça seulement ma vie politique. J'ai été ministre du gouvernement de Balval, j'ai été chef de parti, je ne suis plus chef de parti, hein, et je suis vice-président de Ténor. Mais vous demeurez un homme politique. Oui, je demeure un homme politique et un combattant politique. On va en parler, surtout on va essayer de commenter l'actualité, de voir ce que vous pensez de la politique aujourd'hui, de ce qui se passe dans l'actualité, la commission de vérification, les élections qui ne sont toujours pas organisées. Et on verra tout ça après la pause. Mais allez-y. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Victor Benoît est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Professeur Victor Benoît est notre invité ce matin. Sans surprise, il y a des auditeurs qui ont des questions pour Maître Ben, il y a qui est à l'étranger et qui fait me connaître que c'est un ancien professeur. Et alors, il y a qui dit, qui sont pensés d'une académie de langue créole
en Haïti? Bon, on peut dire que je pense que c'est un bon bagage. Moi-même, je suis un ancien militaire créole. Et dans l'année 64, nous avons un club Caraco Bleu qui était qu'on travaille contre le ministère de l'Éducation nationale. C'était une propriété qui était là, qui était pour la famille Odéide. Et nous avons fait une réunion là, dans le lycée de Renfé là. Et moi-même, Smithville, avec l'autre monde, et Paul P. Antoine, Jean Coulin, ça, nous étions jeunes garçons, nous avons fait promotion créole, etc. Donc, vous êtes favorable? Favorable, et bien content aujourd'hui que je dis c'est un académicien créole qui est là, on monde Claude Pierre, c'est qu'on disciple moi, et lycée de la 3e jusqu'à la philo, on monde pour Jean-Baptiste, hein, ancien camarade de combat, c'est un académicien, donc je pense que c'est un bon bagage, puis il y a besoin de ça même. On a l'autre question de nos auditeurs. Vous avez une opinion, M. Ben, sur l'attitude de République dominicaine par rapport à Haïti? Bon, et position ça m'exprime déjà, puisque je ministre des Affaires sociales, côté je pris en position ouvertement, dans la frontière, pour recevoir un réfugié, d'accord? Je pense que, on va dire tout le peuple dominicain, on branche dans la société dominicaine. On a considéré que une extrême droite qui est en République dominicaine, qui a une attitude hostile vis-à-vis des Haïtiens. Mais ce n'est pas le peuple dominicain en général. Et moi-même, j'ai de bonnes relations avec des amis dominicains qui sont des progressistes et qui considèrent Haïtiens comme frères, d'accord. Donc, moi, je pense que c'est fond question. Et c'est nous-mêmes Haïtiens qui résolvent la question. Qui ça m'entend pas résoudre la question? C'est pour nous organiser le pays, non? Et développer le pays, non? Faire peuple nous jeune travail la Kaili, organiser l'école, non? De telle manière pour les Haïtiens pas besoin d'aller l'autre bord, à pour humiliation. D'accord? Moi-même, c'est comme ça, moi. Et en attendant ça fait, je pense que le monde qui est responsable du gouvernement, à travers un ministre, à travers un ambassadeur, il faut là, il y a défendre les droits haïtiens. Bataille, c'est faut le mener sous l'angle des droits de l'homme, des droits de la personne humaine. D'accord? Mais Ben, il y a un pile monde qui pas toujours un langage tendre vis-à-vis des partis politiques haïtiens. Ils ont déploré le fait que c'est rarement en Haïti qu'il y a un parti politique arrivé au pouvoir. Et parole soit content de retour, même en tant que dirigeant de parti, comment vous digérez parole ça? Bon. Il n'y a même pas d'échec des politiciens haïtiens. Bon, là on dit des politiciens, parce que mon même si il n'est pas mon parti politique, l'affaire politique, c'est politique et tout. Parce que quand on parle de la classe politique ici, dans ce sens-là, il faut plus parler de politiciens, il faut parler de politiciens, des membres de partis politiques, il faut même ajouter partis politiques traditionnels. Bon. Et je ne connais pas ça moderne, hein? Parce que moi, que depuis environ les 15 dernières années, et ça a commencé précisément sous l'administration privée et que le parti politique poussait contre John John. Oui. Et parce que toute balise qui était gagnée pour limiter la prolifération des partis politiques, là, ils sont tombés, ils ont des facilités qu'on a pour gagner 20 personnes, nous capables de faire un parti politique. Donc, est-ce que c'est pas un problème, ça y est, maintenant? Oui, ils sont problème. Aussi bien que je pense que les gens capables de former l'association qu'on veut, mais je pense que il n'est pas bon que nous ayons une prolifération de partis politiques. Est-ce que ce n'est pas la démocratie qui favorise tout ça? Ce n'est pas la démocratie, c'est au contraire, c'est son dérive antidémocratique qui fait ça. Ah bon? D'accord? Son démagogie qui fait passer pour la démocratie. Donc ça veut dire... Moi, j'appelle ça moi-même la démocrature. D'accord? On mascarade qui reprend le vrai au fond, comme on dit ça, la démocratie, alors que la démocratie a des règles, des normes, des principes. Hein? Donc, ça, je suis capable de dire. Il y a parti et parti.
Il y a parti politique et parti politique. Et particules politiques. Et même des particules. Et pour reprendre le mot de feu Marc Bazin. Donc, le Mkadiro gagne parti, gagne monde, et m'espérer que Mladani, avec quelques autres camarades de combat, qui fait des efforts réels, on parle de camarades de combat, on va parler de mon professeur Gérard Pierre Charles, on va parler de mon et René Théodore, vous comprenez? Et Mounsao qui a fait des efforts réels pour qu'ils gagnent des partis politiques modernes. Ils ne sont pas les seuls, bien entendu. Bon, maintenant, il y a des gens qui, Mounsao qui me dit qu'il fait effort, c'est des gens qui veulent moderniser la vie politique dans le pays. D'accord? Bon, maintenant, et que l'autre monde qui a fait politique là, c'est pour vendre. Et c'est pour faire corruption, sauf façon pour à sauter et pouvoir d'État, pour y aller enrichir, etc. Donc ça dépend de qui monde. Bon. Maintenant, le fait que les partis politiques n'ont pas bonne presse, bon, c'est ça pour le voir avec plusieurs facteurs. Un, la tradition dictatoriale qui est dans le pays. Parce que lorsque un pays, monde pour prendre pouvoir, c'est par coup d'État, il prend pouvoir, c'est sur la force armée au Chita pour pouvoir. Et l'homme prend pouvoir, l'État prend pouvoir, l'État dans une dictature, plus de grouille. Pas oublier que Duvalier prend pouvoir au nom de son parti, l'Unité nationale. Et à partir de 1958, il crase parti de l'Unité nationale là. Il dit pas besoin de faire comme ça. D'accord? Donc pas de grande tradition de parti politique dans le pays. Donc là, nous arrivons en 86, en dehors de l'effort que Sylvio Claude avec Grégoire Jeune était fait, nous pas de gain parti politique dans le pays. Bon. Alors, après, dictature, ça grivé, toute société passée par là, on fait une prolifération. C'est comme si, peuple c'est comme ça, peuple boulé, ça dit qu'on a des bagailles, on empêche un petit monde faire pendant une période donnée, et puis qu'on y a une occasion pour faire l'exagérer. Donc, maintenant, nous pensons qu'il faut qu'il y ait une balise qui mettait. Balise là, il faut que tu aies un parti politique, est-ce qu'il faut qu'il y ait une loi sur le parti politique pour que Barrière ait fait l'autre jour. Il est clair que... On parlait de héritage dictatorial, professeur Benoît, mais il y a un peu de monde qui peut-être que tu avais même monté jusqu'en 1804-1806 pour dire que c'est nos ancêtres qui peuvent tracer la voie. Pour ça, aux États-Unis, par exemple, c'est deux partis qui ont l'élection. Deux grands partis, même s'il y a 500, mais c'est deux partis qui ont l'élection. Nous-mêmes, nous parce qu'il y a près d'une centaine de partis politiques, alors que tu es capable, tu es supposé paver la voie à l'autre politicien qui a venu pour ne pas obliger quoi que tu as côté le Parti libéral et autres, pour ça ne pas traiter sous voie ça, avec deux partis ou encore deux grandes tendances politiques en Haïti, je dis, pour faciliter le peuple dans le choix qu'il gagne pour le faire lui-même. Bon, moi, c'est que, on quitte en cette nuit, côté hier. Parce que même, ils jouent un rôle historique. Ils font ça pour te faire. On a parlé de monde qui était gourmand, génération gourmand, pour bailler pays à l'indépendance. Ils fait ça. Et ça, c'était sous tapis à l'époque. C'était la priorité du moment. Bon. Et il n'était pas encore question de démocratie. Il n'était pas question de... Il était question de créer un État-nation. De créer État-nation. Bon, après, génération d'après, il y a eu une bêtise. Quand il y a deuxième moitié du 19e siècle, il y a un effort qui est fait de la part de Mounoué, Boye Bachelet, Edmond Paul, qui fait partie libéral, il y a l'autre monde qui vient faire partie nationale. On a dire que c'est un effort de modernisation. Seulement, il se trouve que dans ce pays, il y a ce qu'on appelle toujours une mafia politique, qui est liée avec des forces internationales qui disent qu'il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de modernisation politique là, parce que si vous avez une modernisation politique, vous n'êtes pas capable de faire ça avec Haïti. Donc, vous fait tout ça, vous êtes capable, par exemple, pour empêcher on est cohérent de fumer, une président en 1902. D'accord? Vous avez préféré monsieur Allemand, etc. Et boire un canal, mettre d'accord avec eux, pour aller sauter la crête à pied.
La Crétapie, pas le fort, non, on m'a parlé le navire qui était commandé par l'amiral Kilik, etc., pour empêcher Firmin et arriver pour pouvoir, etc. Donc, ça me le dit par là, c'est que courant moderniste, là, courant progressiste, qui pour être capable de développer une vue de parti dans le pays, il n'est pas fait. Les sous l'occupation américaine qui vient développer en 1915, pas un parti politique. Pas un parti politique, c'est-à-dire que les Blancs vivent, alors qu'il a parlé de démocratie, lui-même, la Kaili, vie politique la chita sur des partis politiques, ici, c'est pas ça. C'est écrasé les mouvements CACO, etc., les mouvements populaires, etc. Donc, autrement dit, après l'occupation, la même mauvaise tradition que l'on avait avant l'occupation, il vient recommencer encore. Comprenez? La dictature, les coups d'État, etc. Donc, je me dit, à faire parti politique là, je pense qu'il est vrai que depuis 1986 à aujourd'hui, 30 ans après, on aurait pu faire mieux. On devait faire mieux. D'accord. Mais il est clair que grosse série de monde qui te paraît avec une parole démocratique dans bouche, ou plutôt sur la couverture de la démocratie, sur la couverture des droits de l'homme. Mais c'était comme tactique de lutte pour prendre pouvoir, mais pour continuer à faire même bagaille, même vieux bagaille l'autre. Même bagaille dictateur. Oui, c'est ça. Mais Ben, est-ce que ou deux catégories haïtiens qui croient que ça nous les blancs, que mon nous les blancs, oui, les forces étrangères, les forces étrangères, tu es responsable de nos malheurs. Est-ce que vous croyez dans ça toi-même? En partie, oui. En partie, oui. Là, j'ai un texte de phrase d'Anténor Firmin qui passe dans la tête. Son discours fait, le AP fait cérémonie funéraire pour Kilik. Quand il dit, merci Kilik, tu dirais à Dessalines que contrairement à ses conseils, nous avons toléré les étrangers et ils sont la machine ouvrière de nos troubles, de nos divisions. C'est vrai. Et que vous gagnez les Allemands, les Français, les Américains à l'époque, qui ont contrôlé le commerce pays, qui ont pays à ZAM, qui ont contrôlé le commerce importation et exportation, ils ont fait travail de division. D'accord? Ils ont accentué les. D'accord? Bon, maintenant, attends, Théodore. Nous-mêmes, en d'un pays, nous avons des Haïtiens. Ils ont des Haïtiens, qui sont la dirigeante là, qui sont noirs, qui sont mulâtres. Ils ont même si formé mafia interne qui dit pour les riches, pour régler l'affaire, il y a mis de connivence avec l'étranger et puis pour être capable de payer qu'est-ce l'État. Puis faire des contrats léonés, de mauvais contrats contre le pays. D'accord? Donc, dans l'affaire ça, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent c'est blanc seulement. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent c'est haïtien seulement. C'est les deux ensemble. Les deux ensemble. C'est-à-dire que force étrangère, il y a les locaux. Vous comprenez? Ou de ce qu'on appelle les dirigeantes de toutes couleurs. De toutes couleurs, noirs, mulâtres, et qui sont dans toute classe sociale, qui sont dans l'oligarchie, qui sont dans masse là tout. Vous comprenez? Et puis qui d'une génération à l'autre, et puis qui veut renouveler le système traditionnel. Est-ce que d'abord, Maître Ben, non pas exagéré tout, nous même haïtiens, là me dit non. Oui. Le Maître Ben parlait, par exemple, m'oblige prêter attention à ça l'a dit, parce que je connais, c'est pas pour vous envoyer des fleurs, Maître Ben, comme ça l'a dit. Oui. Mais est-ce que, par exemple, nous pas exagéré lorsque nous avons des haïtiens qui disent c'est blanc même qui est responsable de toute bagaille. C'est comme si je dit, même 54 candidats, dans ce moment c'était 71 candidats qui ont gagné à la présidence, ils viennent baisser à 54 et que c'est à blanc qui a fait ça tout. Non, ça c'est démagogie. Non, ça c'est démagogie politicienne. De monde qui est en absence, qui n'a pas un discours politique, qui n'a pas une réflexion politique, et qui a toujours besoin d'un bouc émissaire. Comprenez? Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que l'étranger est seulement responsable. Non, du tout. Et me dit que oui, il y a des forces locales et il y a des forces étrangères qui mettent ensemble. D'accord? Mais si me dit que c'est étranger seulement qui est responsable de toute bagaille, là, ce serait de la démagogie. Non, pas de bagaille comme ça. D'accord? Je pense que en deux pays, il y a un de monde qui
laissé un courant politique depuis 1806 qui laissait le projet national. Hein, il n'y a pas sous projet pays, il y a sous projet poche, il y a sous projet, n'est-ce pas, clan, hein, clan qui est autour du président de la République, avec les clés, etc., pour enrichir, etc. Donc, c'est pas une question de pays, c'est pas une question de pays. Pas une question de pays, pas une question de pays. Et je suis en train de faire une étude là, que je pour me publier, sur les luttes électorales et les crises politiques en Haïti. D'accord? Mais je regarde, moi, 1806, guerre civile, Christophe Pétion, moi, 1879, hein, et côté battante libérale et nationale, 1902, hein, entre Firmin et Noah Alexis, hein, crise 1957 là, etc. L'on regarde tout le ça, vraiment, nèg qui sorti vainqueur, après, il n'y a pas jamais appliqué un projet en faveur de la nation. Pour dire que notre pays n'a construit, pas de bagaille comme ça. Hein? C'est un fait de pour cliquer. Hein? Et bien, pendant qu'il a construit pour cliquer, c'est en connivence avec des forces étrangères. Par exemple, a fait des armes pour acheter dans le pays. C'est étranger qui a vendu des armes. Mais il faut que y ait des gens au pouvoir qui pour accepter acheter des armes dans n'importe quelle condition. Et puis, il y a des pouvoirs. Donc, dans ce pays, pendant tout le 19e siècle, une bonne partie du 20e siècle, là, on a eu que des courtiers. Des courtiers au pouvoir comme chef. On a les pour question élection qui se passait là en République dominicaine, M. Ben. Oui. L'élection panois n'a patiné depuis 6 mois environ, plus que 6 mois. Et jusqu'à présent, pour aujourd'hui, on a une date pour le deuxième tour élection faite, s'il y a bien un deuxième tour. Alors que il y a un peu de monde qui considère ça comme une honte pour Haïtiens lorsque la République dominicaine fait élection dans une journée, tout va bien passer, le résultat a commencé à tomber depuis après-midi et tout de suite après l'élection. Et yo accusé parti politique haïtien ou encore responsable politique, les dirigeants qu'on a eu, yo ba yo responsabilité le fait que si je dis à nous dans élection manuelle toujours gain fraude dans l'élection, c'est eux même qui toujours voulaient gain contrôle toute machine yo qui fait que question processus électoral pas capable de moderniser en Haïti, M. Ben. Est-ce que vous avez une réflexion ou bien une réponse ou une réaction par rapport à ces critiques? Je suis en République dominicaine comme observateur et électoral pour le nom de l'Internationale socialiste. Ça te traverse pendant pour observer des élections? Mais même sentiment et que tout patriote haïtien gagne, il est fâché, il est en colère contre l'élite politique de ce pays. D'accord? Il faut me dire, dans l'élection 2005-2006, au niveau du CEP, et côté M. Mathuret, était président, Rosemont Pradel était secrétaire général, il y a une volonté réelle pour venir avec vote électronique. Hein? Il a fait voyage, il aller au Brésil, etc. Il a fait observation, il y a des gens dans la société civile là, des acteurs proches que je connais, et qui dit moi qu'il allait observer, etc. Et bien là, on vient pour se faire là. Dans la délégation, ça. Bon, on connaît que on serait de démagogues dans le pays. Je suis dans une réunion qui fait dans le Caribbean Convention Center. Les CEP a venu avec le projet, etc. On serait de partis politiques qui disent pas d'accord. On dit TIA, pas capable de comprendre, pas capable de voter. D'accord? TIA, pas pour une couleur. On comprend? Tandis que c'est trois fait de chaque parti une couleur. Et puis, maintenant, on a fait promotion couleur, on fait éducation civique pour lui. Bon, l'État a fait promotion. Donc, ça veut dire que les partis politiques, ça, ils contribuent dans c'est la démagogie que vous avez. Parce que eux-mêmes sont ces deux mondes, que c'est la crise dans le pays, ils font affaire. Mais est-ce que c'est seulement démagogie, M. Ben? Est-ce que pas plus que démagogie avec ignorance? Démagogie, ignorance et volonté pour capable de manipuler l'élection, tout, M. Ben? Parce que il y a des gens qui croient qu'à travers le vote électronique, là, c'est beaucoup plus difficile pour les voler les votes. Oui, et non, c'est ce qui est évident, D'une expérience que je fais sur affaire vote électronique, c'est ce domaine-là avant hier. Et d'après ça, Roberto Rosario, monsieur qui est président de électoral là, et ça il dit devant nous. Et depuis dimanche, il dit que lui-même,
depuis dans la soirée à 8h du soir, il n'a pas mesure pour le bailler Résultat. résultat de l'élection. C'est parce que, il y a un parti dans la classe politique dominicaine là, qui n'est pas d'accord, qui développe pour que, en plus Électronique là, il était fait au comptage manuel, etc. yeah. C'est ça qui fait que c'est dans le lendemain qu'il y a le bail résultat. Donc, et moi-même, nos pays, côté tout paysan, je vous dis, qui dans le jardin, il y a un téléphone. Téléphone dans le petit cadre, oui. Hein? Il a fait numéro sous lui. Hein? Donc, si pays sont capables de lire téléphone là, pour les gens New York, pour les gens Canada, pour les familles en France, et que ils pas qu'à comprendre numéro pour que sous nos machines électorales pour leur peser numéro n'est-ce pas pour le voter. Donc je pense qu'il faut sortir de la démagogie. Alors je suis bien content que depuis quelque temps, enfin depuis ces derniers temps, nous des remplis l'acteur de la société civile qui reconnaissent que il faut adopter le vote électronique. D'accord? Oui, mais question de CIA après tourner encore, M. Ben. De toute façon, parce que... Non, je pense que Kounia y a plus de monde dans la société. Je pense qu'il y a des directeurs de conscience, et des leaders politiques également, qui n'ont pas convaincus. Je pense que je dis convaincus. Je pense que, personnellement, je suis étonné pour que il a vu tomber dans l'affaire bagaille médiéval ça encore, démodé, c'est avec un bout de papier, pour qu'il y a fait élection. Je ne pense pas que c'est non un peuple qui puisse sortir, passer l'autre peuple sous la terre. Je ne pas comprendre que comment n'importe qui pays en Afrique, en Asie, en Océanie, ou gagné, d'après son Brésilien dit devant moi, en Amazonie, côté où il y a des Amérindiens, qui sont analphabètes, dans le sens occidental du terme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés à l'Occident, et ils arrivent quand même à voter avec appareil électronique. Mais pensez de, alors, en nous, c'est très court pour nous capables de remettre l'antenne, non? Soit pensez de commission de vérification qui est créée là, je dis là. Bon, il y a un cas de Gomoun qui l'a donné, qui me rassure. Parce que ce bon. Pas dire c'est parce que les gens même signature à voir. Non, François, non, du tout. Non, il n'y a pas peut-être le même signature. C'est parce que ce monde qui m'apprenne à respecter. Et bien avant, premièrement, bon, ils sont lutteurs. À sa façon, donc on est tout ça le passé, avec Famini. Et ensuite, Deweli, comme membre du CEP. Et ce monde qui est strict, qui droit, et dans tout ça l'a fait. Et je pense que c'est lui qui me connaît. Je ne vais pas dire l'autre pour nous pas crédible, non, d'accord, mais lui-même, je pense qu'on peut faire confiance. Je pense que il y a une chance avec François Benoît comme président pour que on bagaille que objectif qui fait. D'accord, il est capable de dire la vérité. Mais Victor Benoît, dans la crise électorale là, je dis là, est-ce qu'on réfléchit à une formule, on va dire idéale, mais à votre avis, qui est capable, acceptable pour l'élection faite là pour nous sortir dans l'impasse que nous y je dis. Ah, mon cher, formule idéale, c'est que nous pas dans la situation que nous sommes là. Bon, et tout de là-dedans, moi-même, ça me dit, le bon mal, ce serait que le président de la République là, M. Prévert, pour initiative, et fait un chit attendé pour négocier un nouvel accord politique pour retirer le pays dans la crise. D'accord? Et je pense que si un accord qui fait, un accord responsable, et Gomba a souhaité que si un accord qui fait, qui peut sortir là-dedans, et qui peut faire tension baisser, et puisque nous pouvons vraiment nos régime démocratique vrai à 100%, je pense que nous devons faire un compromis et pour que, je dis, quel que soit le monde qui est président, la font un gouvernement d'union nationale. Je pèse bien mes mots. Je dis un gouvernement d'union nationale. Je ne pas dire de coalition, non? Dans la coalition, il faut chaque qu'on a vu en fonction de force. Vous comprenez? Le gouvernement d'union nationale, disons que pour que des secteurs réellement représentatifs et du point de vue politique, t'as qu'à présent, et puis sur la base de programmes communs,
mais avec un objectif bien précis. Qui situation je dis? Nous sommes un pays qui a plongé, descend dans la misère, pire que la pauvreté. Alors, on dit, si on a dit que on nouvelle qui va prendre le pouvoir là pour 5 ans, l'État a une tête comme tâche pour mener une lutte résolue contre la pauvreté. Donc, ça passe par une politique pour lancer la production nationale. Ça passe par une nouvelle politique d'éducation, etc. Quel que soit le monde qui est ministre là, éducation nationale, travaux publics, santé publique, agriculture, il faut que tout le monde ait cet objectif. Dans la sphère d'activité, on travaille pour combattre la pauvreté. Donc, je pense que... Mais qui genre pour élection on a organisé dans ce sens-là? Est-ce que... Alors, c'est dans le cadre accord politique là, pour que différents acteurs mettent d'accord. Parce que si nous ne pas mettons d'accord, quelle que soit la formule adoptée, on a tête chargée. Mais si il y a un accord qui négocie, les protagonistes sont là. Tous les protagonistes sont là. Vous comprenez? A priori, vous ne pas mettre personne de côté ou dit tout le monde qui voulait participer, vous participez. Donc, c'est un scrutin avec 54 candidats. Bon, je pense que il y a 54 candidats. Bon, je ne vais pas parler des... Excusez, je ne vais pas parler des GCH. D'accord? Parce qu'il y a des GCH que oui. D'accord? Mais je ne vais pas parler que des gens qui pourraient être potable. D'accord? Qui que dit que ou senti que yo vaut ou bagaille dans la société. D'accord? Et je pense que faut que yo tabac au chance pour pas dire. Donc ça veut dire que nous avons comment gain 3G là mettre ben G20. Nous sommes pays de G qu'on y a. Tant on entend un groupe formé, nous entend des G qui ça. Au moins, des gens qui pas faire 0 qui pas faire 0,1% d'élection dans le groupe G. Ça me pense que c'est se moquer du peuple. Ou bien c'est se moquer de la patrie. D'accord? Et moi-même, je pense que l'État bon, il y a une série de partis, il connaît les valeurs. Bon, si vous mettez les points sur les idées, vous ne pouvez pas plus que 10. D'accord? Mais si il y a 10 candidats, vous quittez à l'élection. Donc, vous arrivez dans le top 10 et puis avec les 10 premiers, alors, ou bien est-ce qu'il faut que quelqu'un qui a sorti? Parce que moi qui n'aime pas être pas CEP, on ne pas pouvoir. Non, je me pose une question sur la formule idéale, je dis d'après vous-même. La formule là, on allait chercher ensemble sur la table de négociation. C'est comme Samuel. D'accord? Mais moi-même, je suis de ceux qui pensent, moi-même, idéalement, même si tu as quitté le Parlement là, mais il faut que tu reprennes pour la présidence, pour tout le monde. D'accord, c'est comme ça, moi, d'accord. Mais je n'impose pas ma volonté, je n'ai autorité pour ça. Oui, mais M. Ben, vous avez dans des discours, le président privé à 18 mai, il dit que le dialogue national n'a pas lancé. Au pour? Oui, pourvu que. Il faut déterminer l'objectif. Quel est notre objectif? D'accord? Est-ce que c'est un dialogue pour dialoguer ou bien est-ce que c'est un dialogue pour retirer le pays en crise? D'accord? Retirer le pays en crise, c'est pour l'élection faite des conditions, côté, il n'a pas débouché sur une crise politique. Parce que l'île pour ça fini. Chaque fois qu'il y a une élection, c'est le pays qui a une crise. Donc on dit non, si on a une fait, il faut bien négocier dans des différents paragraphes. Parce que les gens qui sont candidats, il faut partir de l'élite politique. Les gens qui sont dans l'élite politique, ils ne sont pas là, ils ne sont pas une nuisance pour le pays. Ils sont là pour que aider les pays à solutionner les problèmes. C'est comme ça. Il faut être des leaders positifs. Comment fusion y est? Elle est là, dirigée par Madame Edmond Supplice Bozil. M. Ben, c'est un plaisir pour nous t'entendre matin, c'est un plaisir pour nous te parler ensemble. Et nous souhaitons faire notre émission encore avec vous. Comme tu veux. Et quand tu veux, on va. Pas quand non, mais parce que essayer déjà, ça va marcher. Mais il faut me dire, dernière fois, si on fait que bon, j'étais dans le ministère, l'autre dans le ministère des Affaires sociales, là, c'est une tête chargée. Comment expérience a été? Bon, moi-même, je suis plutôt. Je vois toujours le bon côté des choses. Son expérience est un aspect positif, mais son expérience est douloureuse. Et pour les gens qui ont une conscience sociale.
Parce que le problème, top misère. Ah oui, c'est-à-dire que le grand peuple qui vient, mon a vu de côté où, c'est qui ça? Les grands terres pour le faire. Depuis, mon a mouru depuis 15 jours, ou pas un corps pour aider le faire. Ça, mon a demandé, pas gros bagay, non? On a demandé 25 000 gouttes, 50 000 euros, pas les moyens pour baler. D'accord? Et c'est mon qui besoin de payer l'école petite, etc. Donc, je pense qu'il faut mener une bataille résolue contre la pauvreté dans ce pays. Donc, bon, et affaires sociales, nous recevons un problème en aval. Hein? Et les mal là déjà fait une fête. Ou même vous là pour le patcher, pour péter. Maintenant, il faut une politique économique et sociale pour résoudre le problème en amont. Pour affaires sociales, il y a moins de problème pour le régler. Merci encore une fois, Ben. Nous sommes contents de recevoir dans le point matin. Passons une bonne journée et surtout un bon week-end. Ok, et Wendell, ma projet comme pour la prochaine fois, il est moins pour me venir. D'accord? Merci encore une fois. Et il faut venir plusieurs fois. D'accord? Pas de problème. Merci. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Maître Victor Benoît. Merci de votre écoute, merci de votre attention. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.